Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente. Je m'appelle Denis Lapoire et j'ai l'immense honneur d'accompagner. Alors je ne suis pas lauréat de AI for Industry. Ce sont ces personnes qui sont lauréats. Et avant de leur donner la parole, et au premier rang desquels donc deux étudiants du CESI, qui ont résolu un use case apporté par deux acteurs d'une entreprise, Cogengiants, son fondateur qui va jouer le rôle d'expert métier, et un expert IA qui a intégré une équipe pédagogique qui a coaché 20 étudiants résolvant ce use case. Je dirais quelques mots sur AI for Industry. Donc, alors moi personnellement, je suis enseignant-chercheur, NCR Meka. Je passe un peu de temps dans Aquitaine Robotics, dans ce chaudron en fait, qui a permis depuis, ce sera bientôt la 7e édition, de concevoir cet événement AI for Industry, qui a grossi en cette année, qui agrège des acteurs de tout type, principalement des établissements universitaires de la région Nouvelle-Aquitaine, et d'autres régions. Je remercie d'Aquitaine d'être ce partenaire historique qui nous permet aujourd'hui cette présentation et demain, j'espère, de nouvelles collaborations. AI for Industry, c'est d'abord un événement de formation qui dure 5 jours, 4e semaine de janvier, plus de 35 heures, où la moitié du temps est consacré à la résolution de use cases apportés par des entreprises et des use cases dans leur forme brute. Alors un peu qualifié, un peu modifié. Il y a une prise en charge d'AI for Industry, mais assez légère. Et c'était le projet que nous avions il y a moins de 10 ans, de nourrir la curiosité de nos élèves ingénieurs à partir de problèmes réels, venant, au début c'était industrie, mais on s'est un peu élargi, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais c'est aussi des conférences, c'est aussi du networking, c'est toutes ces choses qui apparaissent là dans le programme de 2025 et qui apparaîtront quasiment à l'identique en 2026. Donc voilà le réseau qui est constitué chaque année, où vous avez 20 entreprises, un peu moins cette année, qui apportent autant de use cases, et une vingtaine de formations universitaires. Donc 12 écoles d'ingénieurs, 4 universités, des écoles doctorales aussi, où ce joli monde se mélange et réalise AI for Industry. Alors sur le site bordelais, la moitié des effectifs, mais aussi sur les sites de Poitiers, Limoges ou Perpignan. Donc on a essaimé cette année, où Perpignan a fait une réplique de ce que nous faisons à Bordeaux et accueille d'ailleurs des étudiants de Montpellier. Donc c'est un objet qui est organisé, conçu en Nouvelle-Aquitaine, mais qui s'étend tranquillement d'année en année. L'immense chance, c'est d'avoir survécu au Covid. Et ayant survécu au Covid, on a pris une forme extraordinaire. Donc c'est une formation. Donc voilà quelques chiffres. C'est un objet assez agile. Donc vous pouvez consulter, je fournirai le lien, tous les acteurs qui soient des responsables de formation, qui veulent former leurs étudiants, ici ou à Clermont-Ferrand, ou des entreprises qui souhaitent voir résolu partiellement un problème par l'IA, ou des encadrants IA qui veulent faire profiter leurs connaissances à ces entreprises, ces étudiants. Donc c'est une formation et en fait, à notre peut-être surprise d'organisateurs, c'est une formation très fortement encadrée. Donc chaque classe de 20 étudiants est encadrée par 2 experts IA et un expert métier, fourni, mis à disposition par la boîte qui apporte le problème.
Et en fait, en fortement encadrant chacune de ces classes de 20 étudiants, on crée un rapprochement entre des experts IA et des entreprises qui ont des problèmes à résoudre. Et en fait, conséquence de chaque session à IFO Industrie, on crée des collaborations business ou technologiques, scientifiques, entre ces différents acteurs. Donc les 3 acteurs, ici représentés, des entreprises, des élèves ingénieurs, des experts IA, des chercheurs, profitent chacun de cet événement. Voilà, donc Cyril Sassenda s'est exprimé, je pense, s'est exprimé à 14h. Alors je regarde Astrid, en timing, on est bon là, hein. Voilà, mais on va conclure là. Hein. Donc voilà, donc c'est un espace ouvert, hein. C'est une communauté enseignants-chercheurs doublée d'une communauté d'entreprises, structurée notamment grâce au cluster Aquitaine Robotics. Et chaque année, on essaie d'ouvrir, d'étendre et de rendre encore davantage utile pour chacun des acteurs cet événement. Donc n'hésitez pas, vous avez un petit site internet, à découvrir l'appel à use case, l'appel à conférence, l'appel à étudiants ou l'appel à événements associés. Je m'adresse d'ailleurs à Data Aquitaine ou à Enter. Si vous voulez augmenter notre collaboration, notre partenariat l'année prochaine, en prenant davantage de place chez Enserman Meca, par exemple, à Bordeaux, l'année prochaine, n'hésitez pas. Hein. Il y a quelques milliers de mètres carrés, des personnes qui sont prêtes à participer à l'événement associé que concevrait librement Inter ou Data Aquitaine. Voilà. Alors là, j'excuse Cyril Sassenda, qui est chairman ailleurs, c'est ça, qui est notre représentant officiel de Inter Data Aquitaine et qui a participé au jury et qui voulait dire quelques mots sur 6 lauréats. 6 nominés qui sont ici classés. Donc Kogenjain sera présenté tout à l'heure. Voilà. Et 5 autres lauréats qui représentent différents types d'entreprises. Petites entreprises Isar ou Vereo ou Fugama. Des entreprises plus anciennes comme Cirmé ou plus grosses comme ScienceCo. Et sur des cas d'études, chaque fois différents, de la céramique, du tri des déchets, de la conception de shampoing, de détection, qualification de bouchons, ou de transformation de plans 2D en plan 3D. Donc différents sujets d'études. Voilà. Et je réinsiste sur cet aspect. À IFO Industrie, vous en avez la preuve ici, c'est plusieurs sites, et vous avez ici 3 sites qui ont été nominés, Bordeaux, Perpignan et Limoges. J'ai l'immense plaisir de céder la parole au véritable lauréat, Sébastien. C'est pas moi qui ai le bossé le plus. Je vais d'abord remercier, merci Denis Lapoire de me passer la parole. Ah. Eh ben super. Merci Denis pour me passer la parole. Merci à IFO Industrie, Aquitaine Robotics, bien évidemment, avec qui on travaille régulièrement. Il y a une slide avec le use case juste après. Je sais pas, c'est pas moi qui ai fait les slides. Ok, super. Merci Denis. Je vais essayer de faire assez explicite pour essayer de replacer dans le contexte pourquoi on a proposé ce use case. Alors c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc moi je suis le dirigeant cofondateur de la société Cognitive Engines. On vend des bras articulés de robotique industrielle, comme on en a déjà. Et en fait c'est un sujet qui est éminemment important pour l'industrie française, puisque, pour rappeler des chiffres assez clairs, quand on vend 3000 robots en France, il y en a 6000 qui sont vendus en Allemagne et il y en a 30 000 qui sont vendus en Chine. Donc pour vous dire à quel point on est déjà en retard dans la course à la modernisation. Et donc si on veut garder nos marchés, en fait, on peut que se reposer sur les grands talents que nous avons dans nos écoles d'ingénieurs. On a un beau panel, alors pas Denis, mais on a un beau panel aujourd'hui, puisque Denis les forme. Mais voilà, on a un beau panel aujourd'hui.
de gens très talentueux, et on se repose sur eux pour effectivement aller plus loin à chaque fois et proposer des machines qui fonctionnent mieux, qui vont apporter des nouvelles briques technologiques et qui vont permettre de résoudre plus de problèmes. Donc ça, c'était un des problèmes qu'on a proposé. Donc typiquement, il y a 20 ans, c'était quoi la robotique? C'était dans des grandes cages, des robots enfermés qui faisaient toujours la même chose, toujours le même geste. Et en fait, moi en montant ma société, mais en faisant appel à des équipes d'ingénieurs sortis tout fraîchement d'école, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre les robots plus intelligents, plus agiles, capables de passer d'une série de produits à l'autre. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en Chine, ils sont très très forts parce qu'ils vont faire 100 000 fois la même pièce, et donc ils ont des super usines et sont extrêmement doués pour ça. Donc qu'est-ce qui nous reste comme marché? Nous, il nous reste le marché des petites séries, c'est-à-dire de la customisation, de faire à un moment un produit d'une telle forme, et puis après on va passer à un téléphone portable d'une autre forme et on va changer sans arrêt de série. C'est des choses qui n'intéressent pas la Chine. Et nous, il nous reste tout ce matériel industriel qu'on peut traiter, qu'on peut faire et dans lequel on est très très bon. Et donc, nous, aujourd'hui, le use case, c'est typiquement, voilà, dans la pharmaceutique, on fabrique des vaccins. Il y a énormément d'essais cliniques qui sont faits avec des produits dans des tubes. Et à un moment, on est obligé de trier tous ces tubes. Alors, c'est une tâche qui, en plus, est dévolue à des personnes qui ont un Master 2, puisque c'est quand même de la pharmaceutique. Et ils passent leur journée à prendre des tubes dans des boîtes en vrac et à les ranger, voilà, dans des portoirs. Donc, c'est une tâche extrêmement intéressante, 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc rapidement, ils s'en vont, hein, c'est assez logique. Et donc, nous, on est là pour proposer des robots qui vont permettre de faire ce dévraquage et que les chercheurs dans les laboratoires de notre client vont directement avoir leur portoir avec tous les tubes insérés. Voilà, c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui fait à la main, qui prend du temps et qui est extrêmement difficile parce qu'on est obligé d'embaucher des personnes surqualifiées pour le faire. C'est pour des vaccins, c'est pour ça qu'ils sont en Master 2, c'est qu'on peut pas laisser des techniciens manipuler des produits qui sont en fait organiques, pour des risques de contamination. Donc, alors vous savez que je vais m'arrêter parce que je vais quand même laisser un petit peu la parole à Quentin. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc nous, on a fait appel effectivement à cet événement qui est vraiment incroyable. C'est la deuxième fois qu'on participe à l'événement. Là, en plus, on a une équipe de choc. Ça a été dirigé du début à la fin très très bien par Quentin. Donc encore merci Quentin, qui a su diriger l'équipe du début à la fin. Les 20 étudiants ont été au top aussi. Donc ça a fait effectivement des résultats qui ont été extrêmement intéressants et que nous, on peut récupérer derrière pour aller encore plus loin. Donc voilà, je dis dès maintenant, voilà, merci à tous les étudiants. Donc on a Léa et Mathis. Voilà, j'avais le Ma au début, Mathis. Et je laisse la parole à Quentin. Voilà. Et à Léa. Ah, Léa d'abord. Merci beaucoup. Donc merci Sébastien pour cette introduction. Merci Denis également. Donc voilà, nous allons vous présenter donc notre démarche de résolution donc sur cette semaine, donc sur ces 5 jours. Donc déjà on voulait aussi rappeler que nous étions donc donc plusieurs écoles. Nous étions différentes écoles à participer. Donc, ce qui était très bien, c'est que nous avons pu travailler ensemble, en collaboration, et c'était un exercice qui était très très important et très très intéressant pour nous. Donc le contexte, je vais laisser Léa expliquer le contexte et un peu ce qui nous a été demandé. Merci. Donc, comme l'a très bien expliqué auparavant, la mise en contexte dans notre cas d'étude était globalement qu'un bras robotisé puisse récupérer des flacons disposés en vrac sur un plateau. Ainsi, nous avons pu déterminer 2 principaux objectifs qui étaient globalement la détection des flacons sur les plateaux et ensuite, plus particulièrement, leur sens d'orientation parce qu'il fallait bien les ranger dans le bon sens dans les racks. À partir de ça, il faut savoir qu'il y avait des prises des photos dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que les flacons sont globalement blancs ou transparents, alors ils ont fait en sorte que les plateaux soient noirs pour pouvoir faciliter la tâche derrière pour l'intelligence artificielle. Donc voilà, ici vous avez sur le haut, donc sur l'image du haut, une image du bras robotisé, donc avec une pince qu'ils ont conçue eux-mêmes et donc qui est adaptée directement au flacon. Et justement avec cette pince, il faut avoir une précision importante pour pouvoir donc détecter et attraper avec précision les différents flacons.
Donc aujourd'hui, donc il y a un bras robotique donc équipé de cette pince. Et avant donc de proposer ce use case, donc ils avaient déjà mis en place des solutions pour attraper et détecter ces flacons. Et donc au moment où on est arrivé, ils obtenaient une précision d'environ 30%. Et donc nous, voilà, notre objectif, c'est de se rapprocher le plus possible donc des 99%. Au niveau des contraintes, donc on avait un dataset qui était quand même assez restreint, puisque nous avions donc 500 images qui étaient non labellisées. Alors 500, ça peut paraître beaucoup, mais c'est assez peu pour un entraînement. D'autant plus qu'elles n'étaient pas labellisées, donc il a fallu qu'on les labellise. Et on avait également une deuxième contrainte qui était donc tout simplement le temps, puisque donc comme vous l'expliquez Denis, donc on avait 5 jours, mais donc il y avait des conférences. Et en termes de temps effectif sur notre travail, on était aux alentours des 3 jours. Donc pour répondre à un objectif comme ça, on peut considérer que le temps était aussi une contrainte. Afin de mener au mieux le projet dans tout son ensemble et de s'organiser, on a défini une certaine démarche de résolution. Il faut savoir qu'on était plus de 20 élèves avec des niveaux totalement différents. On venait d'écoles différentes, avec des méthodologies d'apprentissage variées. Et il fallait pour ça s'adapter et partager nos connaissances. Dans ce but-là, on a fait du coup un brainstorming et on a déterminé les différentes étapes de résolution de cette problématique. Et on a défini un tableau Kanban. En fait, c'est une sorte de to-do list complètement où sur les post-it, il y a les différentes tâches à effectuer et on voyait leur évolution tout au long de la semaine afin de suivre au mieux cette résolution. Voilà, donc cette méthode nous a permis tout simplement de suivre notre avancement, de voir si on était en retard, en avance sur certaines tâches, et du coup d'adapter notre travail pour permettre de rendre un livrable, quelque chose de plus ou moins fonctionnel, le plus fonctionnel possible, à la fin de cette semaine. Donc également, toujours sur l'organisation de notre équipe, donc on était 20, on a séparé le travail en 4 équipes, donc qui représentent un petit peu notre cheminement, donc avec donc le pré-traitement, donc l'analyse et le pré-traitement des images, le choix et l'entraînement du modèle, l'évaluation du modèle, donc pour vérifier s'il est performant, si on peut répondre aux objectifs, et la rédaction donc d'un rapport qui explique notre raisonnement, donc pour l'entreprise, et également donc de ce magnifique PowerPoint. Donc pour la notation des images, donc la première partie, donc tout ce qui va être le traitement des images. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions donc 500 images et sur chaque image il y avait de nombreux flacons. Du coup on ne pouvait pas se permettre sur le temps qu'on avait de labelliser les 500 images. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision donc de séparer la labellisation. Donc on avait par personne, donc c'est un travail commun, entre 2 et 3 images à labelliser. Donc ça prend un certain temps parce qu'il y a pas mal de flacons. Et donc on a pu labelliser 53 images. Comme on peut le voir, globalement, sur les images, on a entre 2 et 60 flacons. Donc c'est une étape qui est assez laborieuse aussi, mais qui derrière pourrait de permettre de développer notre IA et faciliter le travail plus tard dans la chaîne de production directement. Faut savoir qu'un avantage avec Label Studio, c'est qu'on peut exporter ces annotations sous différents formats. Dans notre cas, on a choisi de l'exporter sous le format YOLO V8 OBB. On vous expliquera pourquoi plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'on a le nom de la classe. Dans notre cas, on n'en avait qu'une seule à détecter, nos flacons, ainsi que les coordonnées des points des bounding box correspondants. Une fois que nos données sont annotées, on ne peut pas les donner comme telles à notre IA. Il fallait les pré-traiter. Ainsi, il faut savoir que toutes nos images, on a de la chance, étaient vraiment dans des contextes vraiment optimaux, de par les flacons blancs, le fond noir, et aussi que toutes nos images étaient de même résolution. Mais l'erreur est humaine et lors de la notation, il y avait parfois des bounding box qui étaient faits un peu dans le vide, dans le mauvais sens, etc. Donc pour ça, on a détecté les aires des carrés correspondants. S'ils étaient trop petits, hop, on les enlevait. Et autre problème aussi d'annotation.
Oui, donc on a eu d'autres problèmes, notamment que l'orientation, que les flacons étaient mal orientés par rapport à la labellisation. Donc en fait, sur chaque rectangle, on avait un repère, et ce repère, on avait standardisé pour qu'il soit toujours côté du bouchon du flacon, donc la partie blanche que vous voyez, de telle manière à ce qu'on puisse par la suite déterminer l'orientation du flacon. Donc nous avions également aussi des erreurs de superposition, puisqu'il arrivait parfois que tout simplement il y avait deux labellisations, deux rectangles, deux bounding box qui soient superposés, et du coup ça pouvait également fausser l'entraînement et fausser les résultats à la fin. Il y avait une démarche de résolution auquel on avait pensé, c'est le traitement des images. Parce que pourquoi ne pas utiliser justement ce grand contraste entre nos objets et le fond? Ainsi, si on met en niveau de gris, dit grayscale en anglais, on peut afficher la valeur de pixels correspondant. On voit vraiment les pics du noir et du blanc qui ressort énormément. Ainsi, on aurait pu mettre le reste des pixels à 0 et augmenter le contraste comme tel. Ça faciliterait encore plus peut-être on pensait la détection pour l'intelligence artificielle. Malheureusement, au vu du peu de temps qu'on avait, on n'a pas eu le temps de faire un entraînement dessus, mais ce serait une idée d'évolution future. Donc une fois que nous avions traité les images, il a fallu donc choisir le modèle. Donc à partir du besoin qu'on avait et de ce qui nous était demandé, donc nous avons brainstormé autour de ce sujet, et nous avons donc choisi donc de comparer deux modèles. Donc le modèle YOLO V11 OBB pour Oriented Bounding Boxes et le modèle Faster RCNN. Donc nous les avons tout simplement comparés avec différentes données, notamment donc le taux de détection, le taux de détection qui est donné par Ultra Realytics, donc avec 98,5% sur le taux de détection, entre 92 et 95% pour Faster RCNN. Donc ici on voit qu'on a un meilleur taux de détection sur YOLO. On a également une détection qui est en temps réel sur YOLO, alors que Faster RCNN est moins adapté. On a également la complexité du modèle, où on a 30 à 40 millions de paramètres pour YOLO, alors qu'on a 80 à 100 millions de paramètres pour Faster RCNN. Donc, faut savoir que durant l'exercice, nous avons entraîné notre modèle donc sur nos PC, donc avec des cartes graphiques relativement, on va dire, restreintes. Donc, il a fallu également prendre en compte ce paramètre-là. Et enfin sur les différentes prédictions, donc on avait ce qu'il fallait côté YOLO, et sur le côté applicatif, donc sur l'application, on avait YOLO est un modèle qui est beaucoup utilisé dans le contrôle qualité industriel, donc dans le côté industriel et dans la surveillance en temps réel. Donc ça correspond quand même plus ou moins parfaitement même à notre cas d'utilisation. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi YOLO V11 OBB. Effectivement, la complexité du modèle était quand même un facteur assez intéressant, parce que dans une chaîne de production, globalement, on peut pas avoir une grosse machine, un gros PC qui stocke derrière la machine. Il faudrait que ce soit plutôt sur une carte embarquée avec peu de capacité mémoire et de computing. Ainsi, ça correspondait vraiment en fait à notre cas d'étude. Donc YOLO est un modèle qui est préentraîné, donc sur des données assez généralisées telles que les bateaux ou encore des voitures. Donc il a fallu qu'on entraîne le modèle donc avec nos données, donc avec notre classe qui était le flacon. Donc nous avons pour cela splitté donc nos images qui étaient labellisées. Donc pour rappel, on avait 53 images labellisées. Donc on en a pris 47 pour l'entraînement. Donc évidemment, plus on a d'images pour l'entraînement, mieux notre modèle sera performant. 6 pour la validation, donc tout simplement pour qu'il ait des images sur lesquelles tester et valider. Et enfin 10 images tests qui ont été rajoutées à la fin, donc sur le dernier jour, pour qu'on puisse tester et avoir une évaluation finale de notre modèle. Effectivement, ici, on peut voir les courbes de perte correspondant à l'entraînement et à la validation en dessous. La courbe de perte, concrètement, c'est un algorithme de fonction de perte qui va être suivi, dont le but est de réduire au plus possible l'erreur. Donc, ce qu'on veut, concrètement, c'est que la courbe se rapproche le plus possible de 0, ce qui est le cas. Donc, ça veut dire que ça répondait
aux besoins de performance qui étaient demandés. On peut voir ici un exemple de rendu final des prédictions faites par notre intelligence artificielle où tous les flacons ont été détectés et sont bien détectés en tant que flacons à 97% en moyenne. Parce qu'il arrive qu'il y a des conditions d'environnement qui peuvent poser problème. Par exemple, s'il y a une luminosité qui est beaucoup trop élevée, il peut y avoir des reflets sur le plateau et ainsi être confondu avec des flacons. Donc ça, c'est aussi une autre contrainte. Donc une fois que donc nous avions notre modèle, que nous l'avons entraîné, donc sur les données de test, nous avons évalué notre modèle. Donc ici, donc nous avons un graphique qui permet de représenter donc en vert les flacons réels et en bleu les flacons qui sont détectés. Donc on peut voir ici qu'il y a la plupart du temps donc plus de flacons détectés que de flacons réels. Donc il faut savoir que sur ces images, donc on avait des images qui étaient dans des conditions plus difficiles pour la reconnaissance des flacons. Et donc on avait parfois des flacons qui étaient superposés, des flacons sur lesquels il y avait des reflets, il y avait une lumière qui était défavorable à la reconnaissance des flacons, et c'est ce qui explique qu'on a une différence entre les flacons détectés et les flacons réellement présents sur l'image. Mais en soi, est-ce que c'est un problème? Parce que notre but, c'est que le bras robotisé ramasse tous les flacons, mais il vaut mieux qu'il en détecte plus que pas assez. Donc c'est pour ça que le choix de chez nous, c'était de savoir sur quels critères on va se baser pour évaluer la performance de notre modèle. Donc sur quelle métrique. Ainsi, on a choisi de se baser sur la précision, qui est donc en gros parmi celles qui sont prédites comme vraies, qu'est-ce qui sont bien vraies. Et le rigole, enfin on dit rappel en français, pardon, c'est parmi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a bien été détecté comme vrai. Donc ça nous permettait d'avoir une certaine évaluation. Et ainsi on voit qu'on a une précision de 96%, et c'est justement sur cette métrique-là qu'il vaut mieux se baser, parce que c'est la précision la précision de la détection des flacons qui nous intéresse dans notre cas. Ceci va plutôt se jouer sur la classification, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'orientation de nos bounding box. Est-ce que il est détecté au bon endroit? Ainsi, on a pu se baser sur une métrique telle que l'IOU, Intersection Over Union, pour voir à quel point justement la box de prédiction et réelle correspondent ou non. Donc pour conclure cette présentation, donc déjà on a pu vous présenter donc notre raisonnement, les différentes étapes de notre raisonnement, donc en passant par l'analyse et le traitement des images, le choix, donc l'annotation des images, la labellisation des images, le choix du modèle, l'entraînement du modèle, l'évaluation du modèle, et donc avec les différentes contraintes qu'on avait, donc le peu d'images annotées, donc la contrainte de temps, donc avec le modèle que nous avons choisi, donc YOLO V11 OBB, nous obtenons donc une précision de 96%. Donc, si vous vous rappelez bien, l'objectif était de 99% au début. Donc, évidemment, il y a des perspectives d'amélioration, comme par exemple donc la data augmentation, donc qui permet d'avoir des images, de complexifier les images, notamment en jouant sur le contraste, la lumière, l'orientation, ce qui aurait pu, par exemple, nous éviter d'avoir des erreurs sur l'évaluation. Il aurait été mieux également d'avoir plus d'images, plus de temps en tout cas pour annoter plus d'images et ainsi avoir plus de données plus d'images sur lesquelles s'entraîner et ainsi avoir probablement une meilleure précision. Après, la quantité d'images à annoter, on sait que c'est une contrainte assez majeure dans les entreprises, que c'est pas évident et que c'est pour ça qu'on a essayé de faire un modèle le plus performant possible avec peu d'images. D'autres pistes, perspectives d'amélioration qui auraient pu être mis en place, c'est la recherche de d'autres modèles pré-entraînés. Dans notre cas, on a choisi YOLO, mais il en existe sûrement d'autres plus adaptés à ce cas d'étude, et ça vaut le coup de chercher. Entraîner sur des images avec différents environnements, parce qu'on a vu que, par exemple, la lumière nous a posé problème sur cet entraînement, mais il pourrait y avoir d'autres contraintes environnementales, telles que la poussière sur la caméra, ce qui peut arriver dans une chaîne de production, ou tout autre, donc ça mériterait d'étudier et d'appliquer ces différents cas. Ensuite, tester avec le traitement des images dont on a parlé plus tôt, parce qu'on avait vu qu'on pouvait profiter de ce contraste entre les flacons et le fond, et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le mettre en pratique, mais pourquoi pas.
Je tiens à remercier Data Aquitaine et AI for Industry et CockEngine pour votre soutien et pour tout cet événement. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Et je tiens aussi à remercier tous les étudiants qui, malheureusement, on ne peut pas venir les 20 sur l'estrade faire cette présentation. Mais merci à vous. Le bonjour. Du coup, moi j'ai eu le plaisir de les encadrer pendant cette semaine ardue et je les félicite pour leur travail. Il faut savoir qu'avec Sébastien, on n'y croyait pas vraiment. Comme ils l'ont souligné, les performances au départ n'étaient pas extraordinaires quand on est venu avec ce use case. Et comme ils l'ont très bien souligné, on leur a donné très peu d'images et quasiment aucun label. Donc effectivement, c'est une fin gagnée et ils ont clairement dépassé nos attentes. Donc félicitations à eux et bravo. Pour la petite anecdote, deuxième jour, un des élèves vient me voir, il me dit « Quentin, j'ai enfin détecté quelque chose sur l'image, j'ai trouvé un bateau. » Donc, on revenait de loin. Alors, première question qu'ils m'ont posée quand on s'est retrouvés aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait du modèle ? Alors, ils peuvent être fiers d'eux, non seulement parce qu'ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire en peu de temps, mais aussi parce que c'est quelque chose d'utile. Effectivement, c'est contrairement à ce que j'ai pu faire moi dans ma formation, où c'était des use cases un petit peu théoriques, là c'est assez pratique, c'est une entreprise qui a des besoins derrière, un client qui attend des résultats, et donc nous, on a pu se l'approprier, ce modèle qui, je l'annonce, répond bien à nos attentes. Non seulement parce qu'il est performant sur ces flacons, mais non seulement parce que le modèle se transfère bien sur d'autres flacons qu'il n'a jamais vus. Donc un modèle résilient. Merci. Et effectivement, mais petite entreprise, labelliser les données, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de temps. Donc si on a un modèle qui demande relativement peu d'images labellisées pour avoir de bonnes performances, eh bien c'est extraordinaire. Et c'est très encourageant. Et du coup, la suite pour ce modèle, c'est simplement ensuite l'intégrer dans nos robots, faire l'interface, une API pour que les différents langages de programmation communiquent, puisque les robotiques, c'est plutôt en C++, alors que là, c'est plutôt du Python, le machine learning, le deep learning, c'est le Python qui est roi, alors que la robotique, on est plus sur du langage un peu plus bas niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus éventuellement? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant cette semaine? Il y a le modèle, tout ce qui est évaluation du modèle. On vous a parlé de la pince qui vient saisir les flacons. C'est une pince qu'on imprime nous-mêmes sur mesure, qui est relativement fragile, et pour peu qu'elle vienne se poser dans le mauvais sens sur le flacon, elle casse. Donc on a des marges d'erreur assez précises sur la position, sur l'orientation de la détection des flacons. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, les modèles existants, ils n'ont pas à s'atouffer, évidemment. Hein, ça, c'est quelque chose à faire sur mesure. Et donc ça serait une piste à creuser en plus. Pour vous dire que c'est un projet c'est le début d'une aventure et qui va vivre encore longtemps. Et dont j'ai été fier d'avoir été au commencement, enfin, d'avoir accompagné ces deux gens. Pourquoi, si vous êtes élève, voudrez-vous venir? C'est parce que c'est extraordinaire. Très peu de temps pour faire beaucoup de choses. Vous allez souffrir, mais beaucoup apprendre, beaucoup vous amuser, dépasser vos attentes. Les élèves, je crois, ne s'attendaient pas à aussi bons résultats quand ils ont commencé. Du coup, c'est une expérience qui sera très enrichissante et en plus, vous serez utile. Pourquoi proposer un use case si vous êtes une entreprise? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'occasion de proposer un problème à 20 têtes toutes jeunes, pleines d'idées, en plein d'informations qui vont apporter des solutions auxquelles nous, on n'aurait jamais pensé, potentiellement. Et en plus, qui sont très professionnels. Ils nous ont donné un dossier avec les codes commentés à l'intérieur, les résultats. C'est quelque chose qu'on a pu reprendre facilement et aisément. Et je les en remercie. Donc, merci à Data Aquitaine, merci à nos chers élèves. Et merci à Sébastien pour avoir donné l'occasion d'encadrer ces jeunes gens. Merci à vous et encore toutes nos félicitations.